Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Les algorithmes ne sont pas neutres par définition. Donc tout ce qu'on crée autour du code informatique est forcément créé par des architectes. Ces architectes, il faut que ça soit et des femmes et des hommes. Si un robot est créé par un homme, alors il sera pensé et imaginé par un homme. D'ailleurs, on voit toutes les assistants aujourd'hui ont des prénoms de femmes. Donc ce nouveau monde qu'on veut merveilleux et qu'on veut plus juste, plus égalitaire, plus créatif est en train de se créer quand même avec des stéréotypes. Donc, d'où l'urgence et l'importance d'avoir des femmes qui créent ces nouveaux algorithmes et qui participent en fait à cette nouvelle technologie innovation. Les femmes, dans le numérique, ne représentent que 28% des effectifs. Seuls 10% des startups sont créées par des femmes. Pire encore, moins de 3% des fonds qui sont levés le sont par des entreprises cofondées par des femmes. Ce chiffre est effectivement assez catastrophique, mais surtout, il permet de mettre le doigt sur l'état d'urgence dans lequel on est, parce que moins de 3%, dans une économie qui est en train de façonner les services et les usages de demain, c'est un danger sociétal et économique qu'il faut absolument essayer de résorber au plus vite. Dans cet épisode, nous allons parler des femmes dans le digital. Quel est le constat et comment peut-on l'améliorer alors que le monde est en train de se transformer drastiquement ? Vous venez d'entendre Tatiana Jama. Entrepreneure, elle a créé plusieurs startups et a lancé il y a quelques mois l'initiative Sista pour essayer de faciliter l'accès des femmes entrepreneurs aux fonds d'investissement. Elle s'adresse donc à une catégorie toute particulière de femmes entrepreneurs, celles qui doivent lever des sommes d'argent importantes dans un secteur numérique en forte croissance. Au tout début, c'est Delphine Rémy-Boutan qui s'exprimait. Elle aussi est entrepreneure et à la tête de la Journée de la femme digitale qui organise cette année sa 7e édition à Paris. Un forum pour mettre les femmes du numérique en avant, donner envie d'entreprendre aussi et surtout chercher à rééquilibrer la situation dans laquelle on se trouve. Selon le Forum Davos, il faudrait attendre l'année 2186 pour atteindre l'égalité femmes-hommes. Et parce qu'elles n'ont pas envie d'attendre encore 167 ans, elles lancent chacune des initiatives. Ce sont celles-ci que nous allons explorer, ainsi que leur propre expérience de vie et de carrière. Merci de me suivre et pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée, commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu, cela m'aide et m'encourage. Impact positif, épisode 18, Andiamo. Delphine Rémy-Boutan, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Impact Positif. Vous avez cofondé la Journée de la femme digitale qui aura lieu dans quelques jours, le 17 avril précisément. Nous sommes également avec Tatiana Jama. Bonjour. Bonjour, bonjour. Entrepreneur, vous avez créé plusieurs startups, dont Sélectionniste, qui permet, je crois, de photographier un produit dans un magazine et de l'acheter directement. Vous êtes aussi à l'origine d'une initiative qui s'appelle Sista, pour faciliter l'accès des femmes au financement. Vous allez nous raconter tout cela dans un petit instant. Mais si vous êtes toutes les deux ici, c'est aussi parce qu'on a eu envie dans Impact Positif de parler de la place des femmes dans le numérique. Vous allez nous dire où on en est, quel est le constat et surtout quel est encore le chemin à parcourir. Delphine, pourquoi tout d'abord avez-vous eu l'idée de créer cette journée qui rassemble un beau panel de speakers depuis maintenant 7 ans, qui mutualise les talents, les met en avant, qui favorise le networking. Et je le disais, vous en êtes déjà donc à la 7e année. Alors pourquoi je suis rentrée, je vivais en Angleterre, j'ai vécu à Londres pendant 15 ans, je travaillais chez IBM et quand je suis rentrée en France, il y avait beaucoup d'événements autour de l'innovation, du numérique et à l'époque, très peu de femmes prenaient la parole sur ces sujets, mais vraiment très très peu. Il y a eu une transformation radicale
ces 7 dernières années. Mais au tout début, il y avait vraiment très très peu de femmes qui prenaient la parole sur ces sujets. Donc on s'est dit, on n'a qu'à créer un événement dédié à l'innovation au féminin. Et ça correspond à la réalité? Très peu de femmes qui parlaient, et très peu de femmes aussi qui finalement étaient dans ce secteur. La place des femmes dans le numérique, elle est toute petite, puisque les chiffres en France, c'est, selon le Syntec, 28% de femmes dans le secteur du numérique et 10% de femmes à la tête de start-up tech en France. Et 5% l'intelligence artificielle. Alors que le numérique, c'était les femmes qui l'ont inventé. Le code est un langage, c'était Ada Lovelace. Après, il y a eu toutes ces femmes pionnières, ces femmes de l'ombre, Margaret Hamilton. Et dans les années 70, quand le numérique a pris ses lettres de noblesse, les hommes se sont engouffrés et sont devenus majoritaires. Donc il est temps de rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret et de rétablir cette situation qui est juste inégale. Tatiana, vous participez souvent à ce genre d'événements. C'est important de parler, de partager, de transmettre, de se confronter finalement aux expériences aussi des autres. Oui, bien sûr. Moi, effectivement, j'ai lancé ma première start-up en 2008 avec mon associé avec qui j'entreprends toujours. On est 2 femmes dans le numérique. Pour nous, au début, ça a quand même été finalement un accélérateur de notoriété parce que 2 femmes en 2008 qui entreprennent, c'est un peu un objet de curiosité. Donc, pour le coup, à ce moment-là, ça a été plutôt un accélérateur de notoriété, un objet de curiosité. Enfin, voilà, tout le monde nous recevait parce que c'était étonnant. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des problématiques spécifiques quand on entreprenait en étant une femme. Et donc, on s'est dit qu'il fallait participer à un certain nombre d'initiatives. Et récemment, effectivement, j'en ai lancé une avec notamment Céline Lazorte qui a fondé Litchi et Cagnotte en ligne. Et c'est un mouvement qui s'appelle Sista qui est là pour essayer de réduire les inégalités de financement entre les entrepreneurs. Et on va en parler longuement. D'ailleurs, quand on veut créer sa boîte dans la tech, dans le numérique, qu'est-ce que ça apporte, ce genre de réseau, finalement, participer à ce type d'événement? Vous le dites aux femmes entrepreneurs, il faut y aller, il faut parler aux autres, il faut regarder. Alors oui, moi personnellement, j'appartiens à un certain nombre de think tanks et d'accélérateurs depuis toujours. Et donc, ça me paraît évident d'aller networker, rencontrer et se confronter effectivement avec des hommes et des femmes entrepreneurs. Alors Delphine le disait à l'instant, 10% des startups en France qui sont créées par des femmes. Pourquoi le chiffre est aussi bas selon vous? Vous le dites, nous en 2008, on était un objet de curiosité. Donc heureusement pour vous, ça a été un accélérateur, mais ça aurait pu aussi être un frein finalement. Pourquoi un chiffre aussi bas? Alors, il y a effectivement plein de raisons. Je pense qu'on a un manque de rôle modèle d'entrepreneurs au féminin qui commence à arriver de plus en plus. Donc, je pense que les jeunes générations qui arrivent, il y aura plus d'entrepreneurs femmes. Mais dans tous les cas, on arrive à avoir des chiffres qui sont chaque année un peu plus positifs. Donc, moi, je préfère me rattacher à ça. Et effectivement, je vois que vous avez envie d'être positive, vous avez envie de dire que ça va mieux. En revanche, vous, Delphine, vous me disiez tout à l'heure en off qu'il y avait certains chiffres même qui régressaient. Vous partagez le même constat que Tatiana ou pas? Je partage l'optimisme de la volonté, bien évidemment. En revanche, je pense que c'est quand même important de dire que même si on se retrouve chaque année à la journée de la femme digitale, etc., et que c'est formidable et que c'est un événement grandissant, on se retrouve sur un constat qui est un constat d'échec. Ce chiffre n'a pas augmenté, voire stagne, voire régresse. Donc il y a urgence d'agir, mais pour de vrai, c'est-à-dire que même s'il y a plein effectivement d'initiatives autour de ça, le constat est que ça n'avance pas. Il n'y a pas de véritable avancée. Oui, les rôles modèles, c'est essentiel. Je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Plus on aura de rôles modèles, plus d'autres femmes se diront qu'elles peuvent réussir. Ça, c'est évident. Céline Lazorte était intervenue à la première édition de la JFD, au tout début de sa grande et belle carrière. Marjolaine Grondin aussi, enfin toutes ces femmes qui représentent cette start-up nation. Moi, j'aime bien aussi qu'on parle de scale-up nation. Et justement, c'est ça, c'est l'accès au financement qui fait qu'on grandit. Créer une entreprise, même si c'est un sacerdoce, etc., après, il faut faire que la prochaine étape, c'est qu'on grandisse. C'est se lancer très vite et avoir des accélérateurs. L'argent et le financement en est un. Et tout à l'heure, vous me parliez justement de l'urgence à rééquilibrer la situation. Tout simplement pourquoi? Parce que pour le moment, c'est
un monde qui est conçu par les hommes, et notamment ça va s'accélérer avec l'intelligence artificielle, et donc c'est en ça qu'il y a urgence à rééquilibrer. Les algorithmes ne sont pas neutres par définition. Donc tout ce qu'on crée autour du code informatique est forcément créé par des architectes. Ces architectes, il faut que ça soit et des femmes et des hommes. Si un robot est créé par un homme, alors il sera pensé et imaginé par un homme. D'ailleurs, on voit toutes les assistants aujourd'hui ont des prénoms de femmes. Donc ce nouveau monde qu'on veut merveilleux et qu'on veut plus juste, plus égalitaire, plus créatif est en train de se créer quand même avec des stéréotypes. Donc, d'où l'urgence et l'importance d'avoir des femmes qui créent ces nouveaux algorithmes et qui participent en fait à cette nouvelle technologie, innovation. Ça, c'est essentiel. Donc, oui, il y a des évolutions. Puisque c'est un sujet qui devient aujourd'hui, est au cœur de l'actualité, etc. Mais l'important, c'est comment on le transforme. Nous, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs l'année dernière en créant ces chemises blanches. Et d'ailleurs, j'ai vu au lancement de Sista toutes ces femmes habillées en chemise blanche avec Nathalie Bala, puisque l'idée, c'était de revenir sur cette double page de Capital et ces 11 hommes qui représentaient la Startup Nation, habillés en jean et en chemise blanche. Donc nous, on a fait une riposte avec toutes ces femmes qu'on a réussi à avoir très vite, parce qu'il faut réagir très vite pour qu'il n'y ait pas justement de stéréotypes qui s'installent dans l'intelligence collective, de femmes qui entreprennent, Fanny Péchioda, My Little Paris, etc., qui étaient là, Claude Thérosier, Magic Makers, Philippine Dolbeau, bref, toutes ces femmes, on était toutes habillées en jean et en chemise blanche, et on a fait cette riposte dans ce magazine avec lequel on ira plus loin cette année, mais je ne peux pas vous le dire parce qu'on le révélera le 17 avril, mais on va plus loin pour pas juste dire riposter, mais aussi créer, innover. Et ce qu'on a fait aussi avec Nathalie Bala de la Redoute, c'est ces chemises blanches. Et on a maintenant des chemises blanches, d'ailleurs, qui continuent à être disponibles sur le site de la Redoute. À être vendues. Et on donne une partie à la Fondation Margaret qu'on a créée pour justement aider les femmes à se former. Puisque je pense qu'il y a 3 piliers importants pour justement accéder à ce nouveau statut. C'est le financement, formation, se former et avoir confiance. Ouais. Avoir confiance. Et on va les développer d'ailleurs tout à l'heure, ces facteurs. Vous, quand vous avez vu cette double page dans Capital, puisque c'est dans Capital que c'est paru, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez dit, c'est incroyable. Vous avez fait partie de la riposte d'ailleurs, vous avez enfilé votre chemise blanche. En tout cas, vous l'avez enfilée pour Sista, ça on l'a vu. Alors, pas tout à fait, mais je pense qu'effectivement, il faut faire attention aux messages qu'on véhicule, que les médias ont un rôle à jouer qui est primordial dans le fait de rendre visible plus de femmes entrepreneurs pour donner envie. Et qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est inacceptable. Après, la difficulté pour ces journalistes, c'est que finalement, il y a peu de femmes entrepreneurs, et que finalement, quand j'ai eu cette discussion avec la journaliste sur le fait que c'était absolument scandaleux, et je lui ai demandé ce qui s'était passé, je ne suis pas sûre qu'ils étaient tellement de mauvaise foi que ça. Voilà. Vous voulez dire qu'ils ont découvert Non, ils n'ont pas découvert, mais en fait, la difficulté, et moi je me retrouve souvent dans ce cas, c'est que si on met des critères assez élevés en se disant, mais en fait, il faut qu'une femme ait levé tant pour être dans ce classement, ou qu'elle ait fait un exit, donc le fait d'avoir vendu sa société, factuellement, il y en a très peu. Et donc, on se retrouve avec les 10 mêmes femmes entrepreneurs qui ont vendu dans les X dernières années. Mais il n'y en a pas beaucoup plus. Ce serait mentir que de dire qu'elles sont quelque part... Finalement, c'est le reflet de cette réalité. Mais justement, c'est ça, c'est changer de critère. Parce que j'ai parlé, moi aussi, à cette journaliste qui m'a dit, mais le critère était qu'il fallait qu'elles aient levé 100 millions d'euros. Je lui ai dit, mais changez de critère. Et ensuite, posons-nous la question. Si les femmes n'ont pas levé 100 millions d'euros, d'ailleurs, je regardais juste en venant les derniers levées de fonds, les 20 dernières levées de fonds de 2018, il n'y a que des hommes. Donc ces levées de fonds, absolument avec des chiffres absolument incroyables, sont principalement levé, déjà même le mot levé, moi, me gêne et je le trouve très masculin, et correspond peut-être pas finalement à tout ce que les femmes aujourd'hui entreprennent, qui est beaucoup tourné autour du service de l'autre. Oui.
Et il se trouve que ça sera ces innovations de demain qui vont répondre aux grands enjeux là, de notre société. Donc c'est notre moment. Alors justement, venons-en peut-être à Sista. Du coup, Tatiana, vous avez envie finalement que les femmes elles arrivent à lever autant d'argent que les hommes. Et c'est pour ça que vous avez créé cette initiative, d'ailleurs avec d'autres. Vous n'êtes pas toute seule à le faire. Vous êtes un collectif de 22 personnes. D'ailleurs, je sais pas si... Oui, beaucoup plus qui nous ont joints des fil lancement. Depuis le lancement, beaucoup plus. Donc l'idée, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez écrit effectivement une tribune dans la presse et vous voulez donc vous concentrer sur le financement, favoriser l'accès au financement des femmes. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est parti du fait qu'on manque terriblement de chiffres dans le venture capitalisme français. Et c'est extrêmement important d'avoir de la data parce que la mesure précède l'action. La problématique qu'on a aujourd'hui en France, c'est que ce qu'on appelle les deal flow, c'est-à-dire le nombre de dossiers qui vont être reçus par un fonds d'investissement, ne sont pas tagués par genre. C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement aujourd'hui ne sait pas et n'a pas dans son CRM la possibilité de voir combien il a de femmes dans son portefeuille. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de compter réellement combien il y avait de femmes qui a été financées par les 10 plus gros fonds d'investissement ces 5 dernières années. Et on s'est rendu compte que les chiffres étaient assez éloignés de ce qu'on voyait circuler dans la presse, notamment parce que dans la presse, on considère des levées de fonds en confondant un petit peu la porteur de projet et des femmes qui peuvent être mandataires sociales, par exemple. Oui. Et donc, pour le coup, c'est pas tout à fait pareil parce qu'un mandataire social ne va pas être confronté à lever de fonds alors qu'une fondatrice va l'être. Donc, le premier grand chantier, il s'appelle « Compter les femmes pour que les femmes comptent ». Et l'idée, c'est d'arriver à inciter l'ensemble des fonds d'investissement à taguer par genre leurs investissements pour pouvoir avoir des chiffres clairs et essayer de comprendre à quel moment est-ce que se situe le problème. Est-ce que c'est en entrée, où effectivement il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs, ou sinon elles sont mal réparties entre les fonds? Il y a effectivement des fonds qui reçoivent énormément, pas énormément, mais plus que la moyenne de dossiers de femmes entrepreneurs. Il y en a qui n'en reçoivent pas du tout. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça leur permet après de se remettre en cause sur si moi, à un moment donné, je véhicule un message via ma marque qui n'est pas le bon et que les femmes entrepreneurs ne viennent pas à moi, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est aussi une façon de les aider et essayer de comprendre comme ça. Vous avez quand même des chiffres. Alors, on a des chiffres, effectivement, puisque c'est les mêmes chiffres qu'il y a aux États-Unis. Aujourd'hui, 97% des fonds alloués sont alloués à des équipes masculines. Voilà, donc en fait, effectivement, ça laisse une grande marge de progression. Ça laisse une grande marge de progression et je pense que ce chiffre est effectivement assez catastrophique, mais surtout, il permet de mettre le doigt sur l'état d'urgence dans lequel on est, parce que moins de 3%, dans une économie qui est en train de façonner les services et les usages de demain. C'est un danger sociétal et économique qu'il faut absolument essayer de résorber au plus vite. Et c'est pour ça qu'on a monté cette initiative. En étant, et j'insiste, dans une démarche pédagogique et pas du tout dans une logique de clivage. C'est pour ça que là, on va annoncer bientôt que l'initiative va devenir mixte. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'ensemble, on arrive à créer un écosystème qui accueille tout le monde et qui notamment favorise les femmes entrepreneurs, notamment dans l'élevé. Alors très concrètement, vous avez un objectif, que c'est les fonds d'investissement s'engagent à investir 10% des fonds déployés dans des startups fondées par des femmes. À quel horizon ? Alors, c'est un objectif, pour le coup, effectivement, qu'on a mis dans la tribune. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec l'ensemble des fonds. Il y en a qui peuvent s'y engager sur les 5 prochaines années. Il y en a pour qui ça va être un peu plus court. Il y en a pour qui ça va être plus long. Enfin, voilà. L'idée, c'est que chaque fonds aussi s'engage sur un chiffre, en tout cas sur une roadmap d'amélioration de leur taux de femmes entrepreneurs dans le portefeuille. Mais on ne peut pas imposer ce chiffre de façon homogène sur l'ensemble des fonds. On va aller fonds par fonds. C'est la bonne méthode, Delphine. Vous applaudissez à deux mains, vous dites oui, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Bien évidemment, c'est formidable. Après, je pense qu'il y a aussi l'autre partie qui est que les femmes, on voit d'ailleurs aussi, et ce que disait Tatiana, c'est qu'elles choisissent l'exit plutôt que le risque d'après pour aller lever et pour grandir. Et donc, il y a effectivement une partie formation et les former et leur donner confiance pour leur dire qu'effectivement, elles ont aussi le droit de demander, d'aller chercher ces fonds pour grandir. Les entreprises qui sont fondées par des femmes sont plus rentables à hauteur de 63% par rapport aux hommes. Donc, la rentabilité devrait être aussi une clé de succès
et pas juste. Et je pense que c'est important aussi de pas juste montrer que c'est parce qu'on a levé des fonds qu'on a réussi. Ouais. Je pense que c'est aussi important de montrer d'autres critères de succès. Si on n'arrive pas à lever des fonds, c'est quand même une barrière qu'on se met quand même. Il y a beaucoup de modes alternatifs de financement et c'est aussi important de comprendre que pas n'importe quelle société a besoin d'un fonds d'investissement pour croître. C'est une mécanique assez particulière et les fonds d'investissement ne peuvent pas investir dans toutes les sociétés parce que les critères, parce qu'un fonds va investir essentiellement dans une société qui a le potentiel d'être valorisée à 1 milliard et la plupart des sociétés n'ont pas forcément ce potentiel-là et c'est pas grave. Et donc il y a des très belles TPE, des très belles PME qui sont tenues par des femmes entrepreneurs. C'est une autre forme d'entrepreneuriat et pour le coup elles font appel à du crédit, des business angels, à des méthodes de crowdfunding. Enfin, voilà, on a la chance aussi aujourd'hui d'avoir une palette de financement qui est plus large que les fonds d'investissement qui sont une catégorie très particulière du financement. Alors, vous dites que vous avez 3 leviers d'action. Hein. D'abord, booster l'ambition des femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes, elles se mettent encore des freins, elles n'ont pas une ambition égale à celle des hommes. Quand vous dites on va booster l'ambition des femmes, c'est-à-dire ? Alors, moi, je ne pense pas qu'elle manque d'ambition. Je pense que l'expression de l'ambition chez une femme entrepreneur est peut-être un peu différente. Parce qu'on n'est effectivement pas conçu pareil. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre, notamment à cet écosystème de venture capitaliste, que les femmes ont une expression de l'ambition qui est la leur et qui n'a rien à voir avec un manque d'ambition. Typiquement, nous, avec mon associé, quand on a vendu notre première société, enfin juste avant le closing de la vente, il y a la personne qui devait nous racheter qui nous appelle en disant « We have to talk ». Donc là, on se dit, il faut parler, il doit y avoir un problème. Donc on part à Washington et sur le chemin, on se dit, non mais c'est foutu, on avait mis de côté absolument toutes les pistes de levée de fonds, ils vont pas nous racheter et donc on va mourir à petit feu. Et c'était un très très long trajet. Finalement, on arrive à Washington et personne ne dit, do you want to build an empire ? Non, on se dit, mais il est quand même étonnant cette personne. Donc, il dit, repeat after me, I want to build an empire. Donc, on se regarde avec Lara, on dit que cette personne est effectivement pas forcément normale, mais on va lui donner ce qu'il veut. Donc, on se met à hurler, I want to build an empire, I want to build an empire. Et tout ça pour dire que, typiquement, à ce moment précis, on ne manquait pas d'ambition. On avait une ambition qui était, à mon avis, démesurée. C'est juste qu'on avait une expression de l'ambition qui n'utilisait pas les mêmes codes que ceux qu'on avait en face. Et donc, notre ambition a été challengée. Ouais. Mais là, c'est culturellement, presque. Parce qu'effectivement, on n'est pas trop dans cette culture-là. Entre eux, voilà, effectivement. C'est encore autre chose, on va dire. C'est une expression culturelle différente. Sur l'ambition des femmes, Delphine, vous pensez quoi ? Qu'aujourd'hui, effectivement, on a passé un gap, qu'on est plus ambitieuse qu'avant Je pense qu'il y a eu... d'abord, on revient de loin et on démarre après. Il faut quand même se rappeler toute l'histoire, finalement. Et puis, je pense aussi que pendant longtemps, les femmes qui réussissaient étaient des ennemis pour les autres femmes. Et heureusement est arrivé ce vent de sisterhood des États-Unis qu'il faut vraiment se garder. Oui, c'est assez nouveau ici en France. Ouais, parce que j'adore cette expression de Madeleine Albright. There is a special there is a special place in hell for women who don't help other women. Je pense que les femmes qui réussissent, et la réussite, elle doit se définir à plein de niveaux. Elle n'est pas juste dans effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, mais que les femmes qui réussissent ont ce devoir et cette ambition, en tout cas doivent avoir cette ambition d'aider d'autres femmes. Si une femme en aidait une fois une autre, alors les choses seraient différentes. Donc oui, je pense que l'ambition, elle doit être commune pour qu'elle soit une belle ambition et qu'on arrive finalement à toutes réussir. Je pense que l'ambition, on a toute envie de réussir. La seule chose, à mon sens, qui peut-être nous freine, et je me dis, est-ce que ça serait pas ça aussi une piste pour aller trouver des solutions, c'est ce mot pouvoir. Je pense que le pouvoir
est très vu d'un point de vue masculin. Pour moi, le pouvoir, c'est celui qu'on se donne pour soi, pour les autres, pour changer le monde, puisqu'un entrepreneur, c'est ça, il a envie de changer le monde, de trouver des solutions qui n'existent pas pour faire que le monde soit meilleur, etc. Et je pense qu'il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, grâce au numérique, grâce à l'intelligence artificielle, la créativité est en train de prendre le pouvoir. Et c'est formidable parce que il se trouve que les femmes, les hommes aussi, mais on est quand même très, très, très créatrices et on doit... La Startup Nation, c'est ça, c'est un appel à l'innovation, un appel à l'inventivité. Il faut répondre à cet appel, mais il faut aussi répondre au Scale-up Nation et arriver effectivement à grandir. Mais oui, je pense que l'ambition doit être commune pour qu'elle soit belle. Et justement, donc, d'où le nom Sista, pour Sister, sœur en anglais. Est-ce que vous êtes complètement dans ce concept de sororité pour l'importer en France, pour qu'il s'installe durablement en France? Parce que c'est vrai qu'on le disait, c'est relativement nouveau quand même. Alors, j'entends ça souvent. Moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne sais pas. Enfin, au contraire, on a donc lancé notre première société en 2008 et on a été une vague d'entrepreneurs femmes à effectivement se lancer au même moment. Et on s'est toujours beaucoup aidés et on s'est toujours fait énormément de mise en relation quand on avait besoin, auprès de fonds d'investissement. On s'est donné des bonnes pratiques quand on avait besoin. Et je sais que notamment dans le monde corporate en France, c'est pas forcément le cas. Il y a cette méfiance. Moi, dans l'entrepreneuriat, je le sens pas, mais que ce soit encore une fois avec les hommes et les femmes, je trouve que les entrepreneurs sont extrêmement solidaires entre eux. Je fais notamment partie d'une organisation qui s'appelle le Galleon Project, qui est un think tank d'entrepreneurs de la tech en hypercroissance. Et je trouve que c'est un bol d'air de générosité et d'entraide qui est assez hallucinant. Et je pense que ça existe rare. Enfin, rares sont les endroits où ça existe. Donc, au contraire, je pense que les entrepreneurs sont extrêmement solidaires entre eux. Mais The Galleon Project, ça n'existe pas depuis très longtemps. Donc, finalement, c'est quand même quelque chose qui est relativement... Oui, ça a été formalisé, mais en tout cas, de façon informelle. Moi, j'ai toujours eu... je dois énormément aux entrepreneurs autour de moi à chaque étape de ma vie, que ce soit il y a 10 ans ou aujourd'hui. D'ailleurs, c'était une belle chose que vous soyez en chemise blanche pour continuer ce mouvement qu'on a créé à la Journée de la Femme Digitale. C'était un beau clin d'œil et pour ça, merci. Alors, justement, pour cette émission, le thème, c'est « Elles changent le monde ». Expliquez-nous en quoi ces femmes que vous avez invitées, elles changent le monde. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que changer le monde, c'est une expression qui est devenue un peu commune, qui est un peu presque galvaudée, que tout le monde l'utilise. En quoi, finalement, la marraine de l'édition, qui est la directrice générale d'Air France, change le monde? Ou encore, il y a plein d'autres invités, la directrice des partenariats Google. Expliquez-nous comment ces invités que vous avez choisis pour cette journée changent le monde. Alors, on a plein effectivement de femmes de grandes entreprises et aussi plein de start-up, puisque c'est quand même aussi l'idée, c'est de montrer qu'on peut oser, innover, entreprendre et intraprendre. Anne Riegel, la directrice générale d'Air France, notre marraine, qui est là pour nous donner des ailes, puisque la JFD s'internationalise cette année et on se lance en Afrique, ce continent proche et lointain qui est le berceau de l'humanité et qui peut en devenir son destin. On aura une édition le 13 juin à Dakar. Donc c'est aussi une façon de montrer que les grands groupes soutiennent les startups, puisque la JFD, on est 12 personnes pour créer cet événement. Donc on est vraiment très, très, très start-up et on veut et va scale-up. Et donc on se lance sur le continent africain. Et donc Anne Riegel va présenter aussi comment ce regard sur aujourd'hui une entreprise dirigée par une femme, une grande entreprise, à part Isabelle Cocher, il n'y en a pas beaucoup. Donc comment changer ce regard. Plein d'autres femmes présenteront, je pense à Stéphane Palaise qui va parler aussi de comment on finance l'innovation avec Marc Fournier de Serena Capital. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des autres moyens d'aller chercher. Moi, par exemple, je joue au loto. Je joue au loto pour essayer de rentrer de l'argent dans mon entreprise pour pouvoir grandir. C'est une autre façon, pourquoi pas, d'aller accéder à des financements qui sont accessibles à tous. Enfin, je veux dire, chaque jour est une chance. Vous y croyez vraiment? En tout cas, j'y joue et je me dis que peut-être un jour, j'arriverai à faire grandir mon entreprise. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est ce qu'il faut, c'est et tous ces messages, etc. Il faut arrêter. Enfin, c'est accessible.
Si on veut y arriver, même si c'est difficile et que c'est un sacerdoce, c'est possible. En tout cas, c'est cette vision-là. Donc, toutes ces femmes et tous ces hommes viendront montrer comment est-ce qu'ils, changent le monde grâce à l'innovation, comment est-ce que l'intelligence artificielle est une chance pour tous. On aura Carlo Porasanta qui viendra en parler. C'est un événement qui se veut grand public, qui se veut certainement pas de l'entre-soi, où il y aura plein de mots très compliqués que personne ne comprendra. Bien au contraire, pour vraiment démocratiser l'intelligence artificielle, démocratiser la tech et démocratiser ces nouveaux emplois qui n'existent pas encore et qu'il faut inventer. Est-ce qu'il y a aussi question de plus en plus d'engagement dans les journées de la femme digitale? Vous me direz si c'est vrai ou pas, mais il y a de plus en plus d'appétence pour s'attaquer à un problème de société de la part des entrepreneurs, une montée en puissance de la question du sens, et grâce au numérique, les possibilités qui sont démultipliées. Est-ce que le thème de cette année, ça raconte aussi un peu ça? Oui, absolument. C'est de raconter comment ces femmes qui, aujourd'hui, choisissent des secteurs qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme des secteurs un peu niches et qui, aujourd'hui, deviennent les grands enjeux de demain. On pense au climat, on pense au service à la personne, on pense à tous ces nouveaux enjeux sur lesquels les femmes ont vraiment leur part à jouer. D'ailleurs, le prix Margaret qu'on remet chaque année pour créer plus de rôles modèles. Cette année, on remettra à la femme digitale européenne et femmes africaines. Ce sont des femmes, on a 5 nominées par catégorie. On a eu beaucoup de candidatures. Elles ont toutes ça en commun, d'utiliser la tech au service d'un monde meilleur, en tout cas d'un monde qu'on veut meilleur, etc. Et comment pallier face à des déficiences. On découvrira d'ailleurs en Afrique toutes ces femmes qui font plus avec moins. Elles sont d'ailleurs, dans le monde, c'est le taux de femmes entrepreneurs le plus important au monde. C'est 30%. 30%, oui. Donc, comment d'un mode de survie, elles en ont fait un mode de vie. Et ça, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre d'elles. Comment est-ce qu'elles utilisent cette transformation digitale sur laquelle elles sont déjà, en fait. Nous, on est en train d'effacer toutes nos passés, toutes nos infrastructures qu'on ne veut plus, les banques, le téléphone filaire, etc. L'Afrique est déjà, en fait, à la prochaine étape. Ils ont sauté des étapes. C'est intéressant. Et c'est ça, c'est de créer des ponts, des réseaux. Tatiana parlait tout à l'heure de cooptation entre femmes. Nous, on veut coopter aussi des femmes de ces deux continents et d'en faire une vraie force et une vraie richesse. Tatiana, ça vous tente l'engagement avec Sista, finalement, c'est une forme d'engagement aussi, mais la question du sens, quand on voit tous les enjeux, problèmes de démocratie, urgence climatique, société qui n'est pas du tout inclusive, est-ce que vous dites, il faut prendre une part, il faut s'engager? Ce serait terrible de dire le contraire, mais j'ai toujours été assez engagée. Je pense qu'entreprendre, finalement, pour moi, c'est un acte citoyen et une forme de féminisme. Et donc, depuis 2008, j'ai fait un certain nombre de choses qui me tenaient à cœur. Donc, j'ai co-fondé un incubateur qui s'appelle 50 Partners pour aider les plus jeunes à accélérer, à avoir accès effectivement à du réseau et du capital. J'ai participé à un certain nombre d'initiatives au fur et à mesure pour faire en sorte que effectivement ce soit un environnement qui soit plus mixte. J'ai rejoint récemment le Conseil national du numérique pour justement porter la voix du besoin de réduire les inégalités entre entrepreneurs pour des questions de financement. Donc ça, c'est un groupe qui s'appelle Accélération de l'innovation des femmes entrepreneurs. Et on a pas mal de chantiers en cours, pas mal de recommandations en cours. Donc oui, c'est un sujet qui me parle. Je pense qu'on est tous en quête de sens. Après, moi, le sujet qui effectivement m'intéresse en ce moment, c'est le sujet des femmes. Et sur ça, je suis très engagée, oui. Alors, il y a un chiffre intéressant, c'est le Forum Davos qui l'a sorti. Il faudra attendre l'année 2186 pour atteindre l'égalité femmes-hommes. Alors, effectivement, ça fait un peu froid dans le dos, même si certains trouvent que le chiffre est encourageant, d'autres plutôt non. Vous avez décidé, Delphine, avec Challenge cette année, de lancer un manifeste pour un monde digital plus inclusif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce manifeste ? Oui, absolument. 2186, donc c'est attendre 126 ans. Donc faisons le pari que le digital est un accélérateur historique de cette parité.
et faisons en fait en sorte que ce pari soit gagnant. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'était effectivement, même si on se retrouve chaque année, on a quand même ce constat qui est que ça ne fonctionne pas. Donc ce manifeste, on a demandé à tous nos partenaires de la Journée de la Femme digitale, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais Total, Microsoft, Orange, L'Oréal, La Poste, enfin bon, bref, tous nos partenaires de co-signer en fait ce manifeste et de réfléchir et de proposer des objectifs chiffrés et de voir, et donc dans un an, on va se retrouver. On a créé un comité de sages avec des chercheurs, des politiques, des scientifiques, venus aussi de l'autre côté de la Manche. Je pense à Sublac, qui est une computer science d'Angleterre qui est formidable, pour avoir justement pas cette vision trop franco-française et entre soi, et d'aller découvrir ce qui se passe dans d'autres continents pour aller comprendre et chercher des solutions. Et on va se réunir l'année prochaine à l'approche... Pour faire les comptes. Pour faire les comptes et voir si les objectifs ont été atteints. Si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Et de chacun, en fait, apprendre et de ses échecs et de ses succès. C'est 15 ans d'IBM. Learn to fail to succeed. Et voilà. Et on est très fiers de monter ça avec Challenge pour aller encore plus loin suite à cette riposte des chemises blanches et de vraiment écrire quelque chose. Alors, il y a bien sûr et plein d'initiatives. Encore une fois, bravo à toutes ces initiatives. C'en est une autre qu'on propose pour accélérer et pour vraiment avoir et atteindre des objectifs. Et donc il faut... Stéphane Pallès, d'ailleurs, en fera partie. Laurence Lafont de Microsoft également. Voilà, donc des femmes qui vont aussi regarder, et puis des hommes, parce que je pense que c'est important d'avoir ce double regard et de réfléchir. Ouais. Il faut contraindre pour arriver à un résultat. Il faut contraindre, il faut mettre la pression. Il y a la loi des quotas. Malheureusement, ça fonctionne. Oui, je pense qu'il faut... aux États-Unis, on appelle l'Affirmative Act. En France, ça s'appelle la discrimination positive, ce qui est très négatif. Je pense qu'il faut, bien sûr, il faut par tous les moyens faire en sorte qu'on n'attende pas 2186 pour atteindre cette parité. Donc oui, tous les moyens sont bons, bien sûr. Tatiana, il y a des choses qui se passent à l'étranger qu'on pourrait importer ici ? Alors, ça dépend dans quel monde. Enfin, je pense qu'on parle de différentes choses. Et typiquement, dans le financement, c'est quand même un univers privé où l'idée, c'est plutôt d'être dans une logique d'accompagnement et d'engagement que de contraintes, en tout cas aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, se passent. Nous, on regarde aussi ce qui se passe au niveau des lobbies un peu d'influence dans les fonds d'investissement. Il y a une organisme qui s'appelle All Raise qui s'est lancée, qui est une association qui a été lancée par des femmes VC pour justement essayer de féminiser cet écosystème. Il y a une initiative que je trouve géniale qui s'appelle Founders for Change, qui est une organisation d'entrepreneurs qui en fait décide de ne plus accepter de fonds n'accepte plus d'argent de fonds d'investissement qui s'engageraient pas dans des logiques de mixité. Donc ça, c'est très fort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un fonds d'investissement est entre les entrepreneurs et ce qu'on appelle les LPs, donc c'est les gens qui vont financer les fonds d'investissement. Et si des deux côtés, donc que ce soit les entrepreneurs ou les LPs, il y a une vraie volonté d'avoir un financement qui est mixte, ils vont être bien obligés d'y aller. Donc je trouve que l'initiative qui rassemble les entrepreneurs autour de cette idée de moi je n'accepterai pas de l'argent qui vient d'un fonds d'investissement non mixte, je trouve ça très intéressant. Alors Tatiana, on parlait du thème de cette année de la femme digitale. Est-ce que vous, quand vous avez commencé en 2000, vous vous avez dit moi je veux changer le monde ? Je voulais être acteur de ma vie. Je ne sais pas si je voulais changer le monde. J'avais envie, effectivement, de vivre ma vie et de faire mes projets. Comme je venais d'un monde qui était assez strict, puisque j'étais avocate avant. Et je me suis dit, je ne vais pas attendre 15 ans pour arriver à faire ce que je veux faire. Donc, ça a toujours été plutôt une démarche de liberté au début, une envie de liberté. Et petit à petit, effectivement, cette envie de changer le monde est venue.
Alors, cette journée, vous l'avez dit, vous allez remettre les prix Margaret. Alors, pourquoi Margaret? C'est un hommage à Margaret Hamilton, qui est informaticienne de la NASA et qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune, une façon de lui rendre finalement toute son ingéniosité, alors que l'histoire n'a pas toujours retenu son nom. Et c'est vrai qu'on constate effectivement que des filles comme elle, des femmes comme elle, des femmes puissantes comme elle, il y en a eu plein, sauf que l'histoire elle a un peu fait le tri. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à finalement inscrire son nom dans l'histoire? Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi dès le plus jeune âge, comme par exemple sensibiliser les filles à ces métiers de la tech, dès le plus jeune âge, leur apprendre à coder dès le plus jeune âge? Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi dans l'éducation finalement? Bien sûr. Sir Robinson disait, pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation. Donc c'est dès le départ, effectivement, qu'il faut aussi appeler toutes ces jeunes filles à aujourd'hui se former. Donc ça, c'est vraiment un des piliers de notre programme de ce 17 avril. Et c'est important de montrer des rôles modèles de femmes comme Margaret Hamilton. Donc toutes ces femmes qui étaient ces femmes de l'ombre, les figures de l'ombre, ce fameux film, etc., où à l'époque, on les appelait, c'était les ordinatrices. Ça n'existait même pas ce mot, c'était computer. C'est IBM qui l'a créé dans les années 50 parce qu'il fallait créer un mot français, ordinateur, l'étymologie venant de Dieu mettant de l'ordre. Donc il est grand temps de mettre de l'ordre et qu'on soit à peu près équilibré dans ce secteur qu'on veut, qui est le secteur du futur. Bref. Donc oui, toutes ces femmes et toutes ces jeunes filles doivent apprendre, mais doivent apprendre aussi tous ces métiers qui n'existent pas encore. Et c'est aussi tous ces métiers qui sont... il y a des plumes pour robots, qui aujourd'hui... il y a Clotilde Chevet qui interviendra d'ailleurs le 17 avril, qui elle apprend aux robots à faire des erreurs, à être dans l'empathie, et tout ça bien sûr artificiellement. Mais en tout cas, c'est des choses et de faire des erreurs grammaticales, etc. Et pour ça, il faut être bon en français. Donc c'est un peu la revanche de toutes ces jeunes filles qu'on disait les garçons vont faire des maths et les jeunes filles vont dans les faire littéraires. Ces jeunes filles qui aujourd'hui, si elles continuent à choisir littéraire, c'est formidable parce qu'elles peuvent quand même faire partie de ce secteur, puisque le code est un langage. Et d'ailleurs, c'est une femme qui l'a créé. Elle s'appelait Ada Lovelace, et donc d'inciter toutes ces jeunes filles à aujourd'hui se former à toute cette technologie, mais aussi se former à cet état d'esprit d'inventivité, de créativité, d'oser et innover par intuition aussi. Finalement, comme vous l'avez fait aussi, Tatiana, parce que vous l'avez dit que vous étiez avocate, donc finalement c'est un secteur que vous connaissez pas plus que ça. Non. Après, effectivement, c'était quand même il y a 11 ans. Je pense qu'aujourd'hui, pour entreprendre dans le numérique, c'est un vrai plus d'avoir un background tech. Je pense que c'est dangereux ce qui est en train de se passer, effectivement, quand on parle de plumes ou c'est ce qu'on appelle l'industrie du clic. Donc, c'est de se dire qu'il y a effectivement des femmes qui vont entraîner des robots. Je pense qu'il faut justement essayer qu'elles ne les entraînent pas, mais qu'elles les créent. Parce que si on se retrouve avec des hommes qui les créent et les femmes qui les entraînent, on n'a pas une grande marge de main-d'œuvre sur ce qui va se passer. Donc, je pense que l'urgence, c'est qu'effectivement, on essaye de faire en sorte que massivement, les femmes s'orientent vers des carrières scientifiques. Et puis il y a plein d'autres initiatives, évidemment. Il y a la Journée de la femme digitale, il y a vous, ce que vous faites avec Sista, et puis il y a aussi les Digital Ladies qui ont réalisé un livre blanc il n'y a pas très longtemps, qui est un peu plus global sur les femmes dans le numérique. Et d'ailleurs, elles ont remis leur livre blanc au secrétaire d'État, enfin l'ancien secrétaire d'État. J'imagine qu'elles vont remettre également au nouveau. Delphine et Tatiana, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview des clics et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? N'essaie pas d'avoir de voie linéaire. Au fond, les choses les mieux se passent en se perdant un petit peu. On dirait que vous avez répété cette phrase plusieurs fois. Non, j'ai essayé de la retrouver dans l'ordre, mais mais je pense que c'est très vrai. Je pense que ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des hauts et des bas, que c'est une adrénaline de malade, et que parfois, justement, quand il y a des bas, on se dit que c'est pas forcément la bonne route, alors que je pense qu'on apprend beaucoup, justement, dans ces bas. Justement, vous me disiez, Delphine, tout à l'heure, c'est un sacerdoce. Complètement.
Mais complètement, c'est un vrai sacerdoce, l'entrepreneuriat. Et donc, vous, le conseil que vous auriez aimé avoir, c'était quoi ? Que j'aurais aimé avoir, c'est associe-toi, ne sois pas seul. Oui. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? Michelle Obama. C'est vrai. C'est parce qu'elle est là le 16 avril que je pense à elle. Je pense à elle aussi sur plein d'autres choses, mais je trouve qu'elle est quand même... elle est incroyable. Tatiana ? Alors, moi, je suis pas vraiment dans une logique un peu de groupie, mais effectivement, j'aime beaucoup Michelle Obama. Moi, mes mentors, déjà, c'est mon associé avec qui j'entreprends depuis 11 ans. Je pense que d'arriver à avoir la chance d'être en ping-pong permanent, c'est exceptionnel. Et puis après, j'ai plein d'autres femmes, entrepreneurs ou pas, qui finalement m'entourent et m'inspirent et me donnent une énergie hallucinante pour avancer. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si... On ne m'avait pas appris à rêver grand. On ne m'a pas vraiment expliqué comment y arriver, mais en tout cas, on m'a donné la capacité de rêver grand. Si j'étais pas persévérante, peut-être. Je pense que c'est la persévérance qui fait la différence. Dans « j'ai de la chance », c'est, si vous le dites tout doucement, c'est « j'aide la chance ». Je pense qu'il faut, c'est vraiment ne jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais. Votre plus bel échec, Tatiana ? Moi, j'enchaîne les échecs avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, il y en a eu plein. Et encore une fois, sur le coup, c'est catastrophique. Et puis, quelques années après, on en rigole et on apprend beaucoup. Donc, peut-être à un moment donné, d'avoir cru qu'on pouvait faire mieux. Je pense notamment à quand on s'est fait racheter par un groupe américain en 2011. Ils étaient très impressionnants parce qu'ils avaient X années d'expérience, ils investissaient énormément d'argent dans la boîte, c'était des gens qui étaient très processés là où nous on était une petite structure, je pense en manque de process et à mon avis au début on s'est un peu laissé impressionner et je pense qu'on aurait fait mieux qu'eux. Votre plus bel échec à vous, Delphine ? Il est à venir, peut-être. Plus bel échec, je pense que c'est sans doute d'avoir été dans l'affect pour des recrutements. Je pense que moi, ma difficulté, c'est plus l'interne que l'externe. C'est mon challenge. C'est de choisir les bonnes personnes qui vont vous faire grandir. Celle à qui vous pouvez faire confiance. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et j'ai une équipe formidable, mais j'en suis à ma V3 ou V4. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui est le plus difficile. Une qualité essentielle pour entreprendre ? L'optimisme. Je saurais que vous la représentez bien. Non, mais je pense que c'est tellement compliqué, encore une fois, et les histoires sont loin d'être linéaires. Donc, je pense qu'il faut toujours pareil, de l'optimisme, de la persévérance, mais aussi beaucoup d'amnésie. Enfin, clairement, si on se souvenait des années de boulot acharné, on ne s'y remettrait pas avec autant de joie. Donc, un petit peu de folie, un petit peu d'amnésie et d'optimisme. Une qualité à rajouter, peut-être Être humble. Je pense, pas avoir d'ego, effectivement, vraiment d'accepter les coups de poing pour grandir. Un conseil que vous donnez tout le temps ? Moi, c'est surtout n'écoutez pas les conseils. Tatiana ? Un conseil que vous donnez tout le temps ? Ça dépend à qui. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on parle énormément de start-up, de licorne, mais c'est aussi très frustrant comme univers parce que pas tout le monde et pas toutes les entreprises vont être valorisées autant. Et je pense qu'il y a aussi un discours inverse à trouver qui est de dire on peut faire de très belles boîtes. Qui sont utiles, qui nous permettent de nous épanouir, d'inventer effectivement notre monde, d'embaucher des gens avec qui on prend plaisir à travailler. Et si c'est des boîtes qui font 10, 15, 20, 30, 50 millions et qui finalement passent pas des caps de valorisation démesurés, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est prendre beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait, parce que c'est la seule façon de le faire bien et d'aller plus loin. Alors, que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment ? Alors moi, je dirais ce petit proverbe africain que j'aime beaucoup. C'est un petit colibri qui est dans la forêt et il y a le feu. Et on le voit, il va faire 2 kilomètres pour aller chercher de l'eau dans
dans la mare qui est loin. Et tous les autres animaux le regardent et disent « mais enfin, tu n'y arriveras jamais ». Et le petit colibri répond « je fais ma part ». Et tous les autres animaux se disent « bon, s'il le fait, alors on y va ». Et donc chacun va chercher de l'eau et à la fin, le feu s'éteint. Ouais, ça a été popularisé par Pierre Rabhi. Tatiana ? Je ne pense pas qu'il y a de conseils généralistes. Je pense que chaque entrepreneur est très différent et qu'on n'est pas du tout à mettre dans le même moule parce qu'on a des envies qui sont différentes, des ambitions qui sont différentes. Donc, je pense qu'il faut déjà trouver la force en soi pour entreprendre et pour se lancer. Et donc, arriver aussi à faire un certain nombre de conférences, de rencontrer des gens pour aussi se confronter à ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat, être sûr que c'est ça qui finalement est fait pour cette personne-là. Et au fur et à mesure, je pense qu'en étant en contact d'entrepreneurs et de cet écosystème, soit c'est une espèce de drogue, une adrénaline qu'on ne peut jamais quitter, soit en fait c'est pas complètement son truc. À ce moment-là, c'est très bien, il faut faire autre chose. Où peut-on prendre des nouvelles de votre actualité, les Journées de la Femme digitale, Sista pour vous et puis vos entreprises? La Journée de la Femme digitale se tiendra le 17 avril à la Maison de la Radio. Le JFD Club, qui est un lieu où on se rencontre tout au long de l'année, où on peut réseauter, networker, parce que je pense que c'est par des rencontres que les choses se font dans la vraie vie. Et puis la Fondation Margaret qui continue de grandir pour aider à accéder à toutes ces formations pour devenir ces prochaines femmes visionnaires de ce monde de demain. Tatiana ? Alors moi effectivement j'ai lancé une nouvelle société qui s'appelle Levia.ai et l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui la conversation a disparu de l'expérience en ligne, que finalement un bon vendeur en magasin il arrive à transformer à peu près 30-40% un visiteur en client, et en ligne on est un peu laissé à l'abandon, donc il y a eu énormément de choses autour de la génération d'audience, mais pas forcément sur la conversion et le fait d'accompagner le consommateur dans son tunnel d'achat. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on place la conversation au cœur de la conversion. Et donc sur Levia.ai, qui est le site, et sur tout ce qui est plutôt orienté femmes, c'est sur We Are Sista. Et donc on a un site, on a un Insta qui s'appelle We Are Sista aussi, qui met en avant pas mal de femmes entrepreneurs, VC et dirigeants d'entreprise, et évidemment un Twitter aussi. Donc tous les réseaux sociaux sont bons pour nous trouver. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'être venues sur Impact Positif et très bonne route à vous. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram ou encore sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel pour